On s'en vient attendre l'équipe 100% féminine du voilier Equinox, le voilier 127. C'est la première fois depuis 40 ans qu'on va avoir un équipage 100% féminin sur la Transat Québec-Saint-Malo. On y est, là. Puis les filles vont arriver, vont se reposer. Là, ils ont besoin de beaucoup de repos, bien manger, reprendre des forces. Mais elles veulent faire cette traversée-là, là. Elles veulent faire la course, mais elles veulent aussi bien faire. Puis je pense qu'on peut avoir des belles surprises. Voilà, il faut qu'on récupère un petit peu de cette première traversée. Ouais, il y a de la fatigue, hein. C'est 15 jours avec peu de sommeil et puis beaucoup de concentration. Effectivement, il y a un petit peu de boulot sur le bateau, mais pas grand-chose. Et puis après, on a surtout envie d'être en forme pour le village de course à Québec. Et puis après, on repart pour la même chose dans l'autre sens. La Transat légendaire est de Québec vers Saint-Malo. L'histoire du nouveau monde, elle s'est écrite en bateau. Oh, 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 Alors pourquoi la Transat Québec-Saint-Malo ? Parce qu'en fait, elle part d'ici et pourtant il n'y a jamais d'équipage canadien ou québécois parce qu'il n'y a pas de bateau ici de course au large. Et donc c'était de dire on achète un bateau, il devient canadien, on met un équipage principalement québécois à bord. La petite histoire, c'est qu'il y a eu une seule équipe féminine qui a pris le départ de la course en 84, donc il y a 40 ans, lors de la première édition. Elles n'ont malheureusement pas pu arriver au bout parce que le bateau a eu une grosse avarie. Et donc voilà, sa volonté, c'était aussi de dire on va être le premier équipage féminin à arriver de l'autre côté sur cette course. L'équipe va bien, on est concentré, on est motivé, donc il faut savoir qu'on est quand même une équipe avec, on va dire, peu d'expérience collective, parce que les filles n'ont jamais fait de course au large. Moi, j'en fais depuis quelques années, mais c'est pas non plus mon univers de prédilection à la base. On vise pas le haut de la performance, on sait très bien qu'on sera pas aux avant-postes, mais c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est vraiment de la transmission, de la formation, et puis voilà, être un équipage féminin. On n'a pas beaucoup de place, pas beaucoup de modèles non plus, puis d'exemples féminins. Pour moi, je tiens à cœur le fait que ça soit un projet d'ici, puis une équipe basée d'ici, une équipe entièrement féminine. C'est sûr qu'on veut démontrer qu'on a notre place, puis qu'on va jouer des coudes avec les gars. N'hésite pas, Mamalo, fais un petit peu là. On est un peu de marge. T'as repris un peu de bastac, Coralie, là-bas ? Ouais. Ok. Et la volonté de Michel Quentin, qui a créé le projet, qui gère Formation Nautique Québec, donc le commanditaire principal, c'était vraiment de créer un équipage qui part de loin, mais pour donner aux femmes l'opportunité de faire ça, et puis de poser aussi le message de dire qu'on a le droit d'oser, on a le droit d'apprendre et de faire les choses. Du côté européen, on les voit beaucoup plus arriver au niveau professionnel. On va voir Julia Vira qui va être avec nous, les Justine Métro, les Clarisse Kramer. Donc, on voit des femmes arriver. On n'en a pas au Québec, bien évidemment, mais en Europe, on voit qu'il y a un engouement pour la voile au féminin, effectivement. Mais les préjugés ont la couenne dure, là. Alors, à quelque part, il y a encore des hommes qui pensent que les femmes ne sont pas capables, mais je pense qu'on est en train de montrer, ne serait-ce que par le voilier Equinox qui arrive, combien de gens ont dit non, ils n'y arriveront pas, ils ne seront pas capables, dans quoi ils s'embarquent, c'est pas une balade, c'est dangereux, ils ne savent pas. Puis regarde, elles arrivent là. Non, c'est bon. Je sais pas l'impression, mais comme il y a du vent, je pense que ça... Allez, on va rouler. C'est bon.
Je pense que le plus de modèles qu'on peut offrir aux jeunes filles dans notre sport, je pense que c'est vraiment une opportunité en or qu'elles puissent justement pouvoir essayer puis avoir la piqûre comme moi je l'ai eu aussi. Oui, il y a de la force physique, mais il y a aussi beaucoup d'autres facteurs qui entrent en jeu. Et c'est ça pour moi qui fait la beauté de la voile et ce qui rend notre sport intéressant, c'est que il y a plusieurs péripéties, il y a plusieurs choses qui peuvent arriver en cours de route, puis c'est jamais fini tant que c'est pas fini à la ligne d'arrivée. Je peux faire l'avant. Vous êtes parés à virer? 2 secondes. Allez, porte le J1 là. Allez, on veut pas l'entendre claquer là, il est neuf. Allez. Allez, encore. Allez. Et donc dans un sport qui est déjà peu développé au Québec, c'était encore plus sa volonté de promouvoir la place de la femme. En course au large, c'est encore 5-8% de participation des femmes. Là, il y a 2 équipages féminins, on a l'impression que c'est beaucoup, mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est que sur les équipages mixtes, il y a quasiment aucune femme. Elles sont 2 ou 3 dispatchées dans les autres équipages. Donc en fait, c'est encore un milieu où il y a du chemin à faire pour que les jeunes filles puissent s'identifier et se dire, moi aussi plus tard, c'est ça que je veux faire. J'ai l'impression que ce projet, il va permettre de faire un petit pas de plus. C'est pas nécessairement une révolution entière, mais par contre, c'est des pas qui sont importants de faire et effectivement, c'est symbolique de pouvoir dire il y a un équipage féminin qui va enfin traverser l'Atlantique sur la Transat Québec-Saint-Malo après 40 ans d'existence. Je pense que c'est vraiment symbolique, ouais. Bon départ pour le Transat CIC. Ça va souffler fort. Dehors, j'ai bien préparé le bateau. Il manque encore un riz dans la grand voile à prendre, mais j'ai changé la voile d'avant. Passé sous trinquette. Beaucoup de boulot, donc ça fait 2 nuits qu'on dort pas beaucoup. Là, le bateau, il est prêt, il est bien matossé, là, tout est rangé au vent. Parce que là, on va se faire 24-36 heures de vent de travers un petit peu serré. Et dans du vent jusqu'à 35 nœuds. Il y a le garde-manger. Voilà mon petit garde-manger. Bon là c'est le grenier. Hein.
ça c'est les toilettes. Là, il y a le dressing. Voilà, et le plus rigolo, bah, c'est la vue sur le balcon. Voilà. Ça caille, l'eau est à 4 degrés, je crois, d'après les prévis. J'ai pas mis le thermomètre dans l'eau, mais c'est pas chaud. Et alors là, il y a presque du soleil. Pas mal, parce que tout à l'heure, on n'avait pas ça. Donc bien content, merci, merci à tout le monde, bien sûr merci au Crédit Mutuel du soutien et on en a bien besoin de faire ce genre de choses. Merci à la famille de me laisser partir et merci à toute l'équipe, Pic, Rémi, Bertrand, Antoine aussi qui a été super présent là pour cette course. Qui va continuer à naviguer avec moi sur la Québec-Saint-Malo la prochaine. Et voilà, c'est fait. Je suis assez fier de... Je m'étais dit que si j'arrivais de l'autre côté à New York, je serais fier. Je suis fier. Voilà, un gros morceau de réaliser. Mon premier souvenir, c'est finalement le convoyage pour aller à Québec, puisqu'on a fait la Transat anglaise, elle se finissait à Newport en solitaire. Après, on a fait un convoyage pour Québec, donc c'est la première fois que je découvrais un peu la région, avec toute la proie du Saint-Laurent, la remontée du Saint-Laurent, les baleines, les aurores boréales. J'ai eu droit à tout sur ce convoyage. Et c'est vrai, même après la course, on a quand même les yeux rivés sur le paysage qu'il y a autour. Si on ne respecte pas son matériel, l'élément, soit même son équipage, on ne finit même pas. On n'est même pas sûr de rentrer. C'est un respect, vraiment. Si on ne respecte pas le fait d'anticiper en permanence sur le prochain grain, la prochaine zone de danger, pour moi ou pour mon équipage, ça se passe mal. Voilà, c'est la dernière course de ce bateau-là, le numéro 158. Et on a mis à l'eau le nouveau bateau là, qu'on a construit toute cette année. Moi, je travaille avec Yann depuis 2022. C'était peu de temps avant une course qui était inscrite à son calendrier, que c'était la CIC Normandie Channel Race. À la base, il ne devait pas pouvoir y participer vu que le bateau était bien impacté. Du coup, on a tout mis en œuvre et en 20 jours, on a réussi à pouvoir mettre le bateau sur la ligne de départ. Et pour la belle histoire, il a gagné cette course.
beaucoup de poussière, beaucoup de chaleur, beaucoup de sueur et ça paraît pas bien compliqué comme ça. C'est faire une découpe dans le bateau, extraire les parties dont la santé matière s'est dégradée et remplacer par des matériaux sains, neufs. Ça arrive pour certains bateaux de taper des ovnis ou de passer dans un orage, de prendre la foudre. Voilà, après, notre sport il est comme ça. On joue avec les énergies, le vent, la houle, les courants. Ça fait partie du jeu. Hein. Mais par contre, plus le bateau est préparé vraiment à 100%, avant le départ, moins il y aura de soucis sur l'eau. Quand on arrive sur le village, on essaye d'être prêt, qu'il n'y ait plus rien à faire et d'être serein pour le départ. Là. Avec de riz dans la grand voile. Le bateau a fait un petit départ à la battée que le pilote a récupéré tout seul. Et je me suis dit, bon allez, je vais aller rouler mon petit Finaker et mettre une petite voile. Et quand je suis sortie, j'ai découvert la grand voile principale déchirée. Elle est déchirée au-dessus de toutes les possibilités que j'ai de la réduire. Donc j'ai été obligée de complètement la faire couper. Je suis dans une mer et vent encore démonté. Maintenant il y a plutôt 40 nœuds et voilà. J'avance comme ça en essayant de trouver moins de vent pour pouvoir préparer la voile. Alors la Transat CIC, c'était une course assez intense et difficile. On a eu des conditions météorologiques engagées pendant toute la durée du parcours. Ça s'est assez bien passé. J'ai passé la première semaine au contact du groupe de tête de la course et c'était hyper stimulant. Et malheureusement, après une semaine de course, la grand voile de mon bateau s'est déchirée. Donc s'en sont suivis 2 jours de navigation sans grand voile, puis une bonne dizaine d'heures de travail sur la grand voile dans un endroit très très froid pour la réparer. Et après tous ces efforts, j'ai eu la chance de pouvoir repartir en course et franchir la ligne d'arrivée de la Transat CIC. Donc c'était une super expérience sportivement et côté aventure aussi. En direct pour le passage de la ligne d'arrivée et paf! Allez là! Le petit coquelicot! Il a tenu le choc! La préparation de la Transat Québec-Saint-Malo, ça a été intense aussi puisqu'il n'y avait finalement pas beaucoup de temps entre les deux. Il fallait d'abord convoyer le bateau et puis réunir tout le matériel nécessaire. Côté matériel, moi, le principal enjeu, c'était vraiment la grand voile du bateau puisqu'elle était tellement abîmée à la suite de la Transat CIC qu'elle a permis de faire le convoyage entre New York et Québec, mais absolument pas de participer à la course dans ces conditions. Donc, heureusement, avec la voilerie Incidence, on a réussi à avoir une nouvelle grand voile prête pour le départ, qu'on a pu décorer aux couleurs de la boulangère bio, ramener dans une petite valise et qui sera bientôt installée sur le classe 40 pour prendre le départ de la course. Le timing est très serré parce que c'est quand même compliqué d'avoir des voiles de course, de les décorer et en plus elles ont des lattes pour rigidifier le tissu qui sont très longues et qui ne voyagent pas en avion. Du coup, les lattes sont en train de voyager à bord du classe 40 d'un concurrent qui a été d'accord de m'aider pour acheminer les lattes de la France jusqu'à Québec. Donc là, pour l'instant, j'ai la voile et maintenant, on attend que les lattes arrivent à bord du classe 40 de Guillaume Pirouel.
Ça a toujours une signification assez particulière de prendre le départ d'une course au large parce que on a tendance à dire qu'une grosse partie du travail est réalisée pour être au départ, quoi. Et c'est déjà une victoire d'être au départ d'une course au large. Il faut réunir des sponsors, des gens motivés, une équipe, un équipage, des gens qui t'aident en technique, des gens qui t'aident pour la com. Il faut gérer tous les aléas de préparation. Ça va être une chouette victoire d'être déjà au départ et on va savourer le moment. Ouais. On gagne rarement une course sur un départ. Par contre, on peut assez facilement la perdre. Surtout sur une course comme Québec-Saint-Malo, où le premier groupe qui sortira du Saint-Laurent a quand même beaucoup plus de chances de l'emporter que ceux qui auront du retard à ce moment-là. Mon sentiment par rapport au départ, c'est assez... je suis assez sereine, mais par contre très concentrée, parce que je sais que les difficultés, elles sont quand même très concentrées sur les 2 premiers jours de course. La descente du Saint-Laurent, c'est quand même quelque chose dont on entend parler à juste titre comme pas évidente du tout. Il y a des courants très forts. Donc je sais que techniquement, ça va me demander d'être très présente sur le bateau et sur les choix de navigation. Donc il va y avoir de la fatigue, donc des difficultés à prendre les bonnes décisions. Donc voilà, j'ai beaucoup de concentration à essayer d'emmagasiner le maximum d'informations à l'avance, de préparer au mieux la navigation, de faire en sorte que le bateau soit vraiment très prêt et qu'il n'y ait pas de soucis techniques. Donc je me sens plutôt dans un état de concentration que de stress. Et puis même j'ai hâte parce que finalement en mer, faut pas oublier que c'est quand même les meilleurs moments une fois que le bateau est lancé. C'est là où on récolte un petit peu les fruits de tout ce qu'on a semé, de tout ce qu'on a créé avant. Donc voilà, un partage entre de la motivation, de la concentration, mais je me sens pas de peur. Non, c'est pas la réalité. Ouais, il y a toujours un peu de trac parce qu'on a l'envie de bien faire et qu'on a peur de se rater. Et surtout sur cette course-là, ça va pas être simple puisque il y a moyen de perdre la course rapidement après le départ si on fait un mauvais choix. Donc il va y avoir pas mal de stress au départ, mais voilà, c'est des courses en jeu qui sont les belles courses. C'est les courses difficiles à remporter, dans lesquelles c'est difficile de performer, qui sont les plus belles, et Québec-Saint-Malo fait partie de ces courses-là. Et quand on fait de la course, qu'on essaye d'établir une stratégie, évidemment, on a beaucoup de données à bord. C'est un sport où on prend beaucoup d'informations, des informations météo, des informations de ce qu'on voit dehors, des informations de toutes les données qu'on a pu enregistrer, compiler et établir pendant les entraînements. Et on essaye d'établir une stratégie en fonction de ça. Mais ça reste quelque chose, une science complètement inexacte, on est fatigué, il y a un moment, on n'arrête pas de prendre des décisions tout le temps qui sont des paris. Donc bien sûr, on prend beaucoup d'informations, beaucoup de données, mais il n'y a aucune certitude dans les décisions qu'on prend. Au final, la météo est jamais 2 fois la même. Donc les prévisions, on va commencer à les avoir quelques jours avant le départ. On sait qu'elles sont à peu près fiables sur 4 jours, quoiqu'en ce moment elles ne le sont pas, c'est assez exceptionnel. Et qu'on a une petite idée de ce que ça va donner sur une semaine, mais après c'est assez aléatoire. Donc la trajectoire qu'on va prendre, elle va se construire au fur et à mesure de notre course. Quand je prends les départs d'habitude, je suis assez sereine jusqu'au jour du départ, et il y a un petit trac le matin du départ qui se met en place. C'est pas facile de vivre avec, mais le but c'est de conserver un petit peu de stress parce que c'est un moteur aussi pour être bien concentré et engagé. Donc voilà, c'est sûr qu'il y aura un peu de trac pour le jour du départ. Il y a une de notre équipage, ce sera sa première transat. Alors je suppose qu'elle aura encore un peu plus de trac, mais ce qui est assez magique, c'est que la tension monte jusqu'à réaliser un départ le plus beau possible, et généralement à peine la ligne de départ franchie, tout s'apaise, on a un sentiment de plénitude, on est ancré dans la régate et le stress il est passé, quoi. Donc voilà, c'est aussi ce petit moteur nécessaire à nous lancer, et après on en est libéré très rapidement. Je pense que tout le monde a hâte, peut-être un petit peu de nervosité pour ma part, mais je pense que c'est toujours bien placé. Puis c'est ça, je pense que tout le monde a hâte de prendre le départ et de se mettre en mode course. Je suis perdu en liberté.